Salut, comment ça va? Bien? Hyper bien? Moyen bien? Ça va bien, mais ça pourrait aller mieux? Écoute, quel que soit ton état de bien-être au moment où tu es en train de m'écouter parler, ce que je te recommande de faire pendant l'écoute de ce podcast, c'est du rangement, c'est-à-dire prendre des choses qui ne sont pas à leur place et les mettre à leur place dans ta chambre, ton appart, ton studio, ta maison, ton duplex, ta cabane, j'en sais rien, fais du rangement, c'est cool. Toi et moi, on sait très bien qu'on se sent bien une fois qu'on a rangé des trucs. En plus de ça, normalement, tu m'écoutes dimanche soir. Et t'as pas grand-chose de mieux à faire un dimanche soir, tout en sachant que demain, tu reprends le travail, tu reprends les cours, que ça fait du bien quand même de se lever un lundi matin dans un appart en ordre. En fait, ça fait du bien de se lever tous les jours dans un appart qui est en ordre. Mais surtout si t'as tendance à voir la semaine comme un cycle, c'est-à-dire que demain, il y a la petite routine qui reprend, pouvoir reprendre ta routine dans un environnement qui est clean, c'est un plaisir. Ça donne plus envie en fait de passer à l'action, de te montrer un peu actif. Tu vois, à titre personnel, ces 2 dernières semaines, en fait, ces 2 dernières semaines, c'était pas le feu du feu chez moi. Parce que, comme je t'expliquais dans l'épisode précédent, je suis tombé malade un moment, j'ai eu un projet qui m'a mis pas mal de pression. Je suis un peu retiré de la pression vis-à-vis de ce projet, je l'ai réattaqué sous un nouvel angle. Et du coup, cette vidéo sur le bilan de mon expérience Fit to Fat va avoir une teinte qui me plaît beaucoup plus, mais ça a vraiment impliqué de juste faire une grosse croix sur les délais. Voilà, c'est l'idée. À mon avis, elle sortira le week-end prochain, pour ceux qui posent la question, parce que je sais que vous êtes nombreux à me la poser. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je disais du coup, c'est que même si pendant toute cette période, c'était pas le feu, j'ai quand même maintenu un espace, un environnement de vie propre, parce que c'est important, faut pas se laisser aller. Faut pas se laisser aller à 100% non plus, tu vois. Même quand t'es dans une phase où t'es pas bien, garde l'habitude de faire ton lit le matin, parce que ça t'apprend en fait que ces petites choses de la vie, elles sont importantes, et ça t'habitue aussi à mener à bien des petites actions qui sont pas énormes, mais qui te forcent en fait à rester humble. En fait, t'es pas le roi du monde, en fait. Tu vas pas du jour au lendemain comme ça faire des changements qui vont révolutionner le destin de l'humanité. Commence par juste ranger ta chambre, parce que peut-être c'est un peu un des seuls trucs que tu pourrais faire maintenant pour toi un peu te mettre un peu en ordre. Alors c'est vrai que c'est pas super excitant hein, comme mission, mais c'est bien de commencer par là. Et surtout, ça construit ta confiance pour les missions suivantes. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à 4 questions qu'on m'a posées. C'est des questions que j'ai été récupérées dans ma boîte mail, qui m'ont toutes été posées en janvier, donc ça fait un petit moment, hein, surtout si on se dit que maintenant on est en mai, on est le dimanche 23 mai, donc ça fait longtemps qu'elles stagnent dans ma boîte mail. Mais j'avais jamais fait jusqu'à maintenant un épisode où je me dédiais 100% à la réponse aux questions. Ça va être une première pour moi, donc je vais répondre du mieux que je peux à ces questions qui parfois sont assez complexes et qui pourraient, pour certaines, faire l'objet d'une vidéo YouTube entière. Là, je vais un peu répondre sur le tas, donc j'espère dire des choses... J'espère pas enfoncer des portes ouvertes, pas dire de bêtises, mais une fois de plus, l'espace commentaire sous la version YouTube du podcast est là pour que vous puissiez interagir et pourquoi pas, faut encore que je me trouve un petit rythme de croisière, mais pourquoi pas, dans l'épisode suivant, venir piocher dans l'espace commentaire YouTube. C'est exactement ce dont j'avais déjà parlé, il me semble, dans 2-3 épisodes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été voir les commentaires sous la vidéo précédente. Je vous en remercie d'ailleurs profondément. C'est des commentaires qui m'ont fait beaucoup de bien, sincèrement. Ils ont été vraiment chouettes. C'était un épisode aussi un peu particulier où je vous expliquais que je sortais d'une phase pas top. Et voilà, bref, un gros merci pour vos commentaires, mais j'en ai pas repris pour l'épisode d'aujourd'hui parce que c'était plus une réponse à ce que j'avais mis que des relances sur des nouveaux sujets de discussion. Et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir un petit peu de nouvelles petites bulles. Donc c'est parti, on a 4 questions. La première, c'est une question qui concerne la bien-pensance et la cancel culture. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. La deuxième question, c'est une question qui concerne l'évolution de mon corps et ma relation avec les gens de manière générale et la jante féminine de manière plus spécifique. La troisième question, c'est une question où Gaël se demande comment dealer, je ne sais pas comment on dit en français, comment faire avec les problèmes qu'on est en train de connaître actuellement, notamment les attaques terroristes, la pandémie,
les problèmes dus au changement climatique, il a l'impression qu'il fait partie d'une génération qui doit gérer des problèmes qui n'ont pas existé. Enfin, tout simplement, mais il n'a pas qu'une impression, ton impression elle est complètement juste, mais tout simplement, comment dealer avec les problèmes qui nous arrivent un peu dans la gueule aujourd'hui. Et la dernière question, c'est une question qui concerne le regard des autres sur nous-mêmes. Alors c'est parti, je commence à lire la toute première. Bonjour Elio, tout d'abord, merci pour ton travail très inspirant, que ce soit sur YouTube ou tes podcasts. Tu m'as vraiment poussé à me remettre en question sur certains points. Ça c'est cool, c'est bien la remise en question. Je voulais que tu abordes un sujet plutôt glissant, celui de la cancel culture et de la bien-pensance. Au vu du sujet explosif, je comprendrais que tu ne répondes pas, mais avec ton recul, ce serait, je pense, vraiment intéressant pour nous d'avoir ta réflexion là-dessus. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ce message. Bien à toi, Robin. Alors, ça pour moi, c'est un sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. J'aimerais beaucoup, ce serait vraiment chouette pour un sujet pareil d'avoir quelqu'un pour me renvoyer la balle, parce que surtout quand c'est des sujets qui sont, comme il l'a dit, des sujets explosifs, qui ont tendance à diviser les opinions. Et je pense que ce serait bien d'avoir plusieurs perspectives différentes. Alors je vais te dire moi ce que j'en pense. Tout d'abord, ce qu'il appelle la cancel culture, donc on pourrait traduire ça en français par la culture de la suppression. Comment expliquer ça ? Ok. En gros, la cancel culture, c'est cette idée selon laquelle tu vas dénoncer publiquement un individu, une institution ou un groupe d'individus avec ton groupe à toi. C'est-à-dire que c'est la dénonciation publique d'un individu, d'un groupe d'individus ou d'une institution par un autre groupe d'individus en vue le mot compliqué, de son ostracisation, c'est-à-dire de son rejet par le reste de la société. C'est-à-dire que tu vas pointer du doigt les actions de quelqu'un, on va rester là-dessus, les actions de quelqu'un, je ne vais pas parler des institutions ou d'un groupe, mais tu vas pointer du doigt les actions de quelqu'un pour que le reste de la société le lynche, entre guillemets. Mais la différence entre ça et de l'incitation à la haine, c'est que ça c'est fait en considérant que les auteurs de la dénonciation publique sont du côté du bien, en fait. Et c'est ce qui est dangereux, d'après moi. C'est d'après moi le gros problème de cette histoire. Je vais prendre un exemple, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt développé aux US, un peu moins en France. En France, j'ai un exemple qui me vient comme ça en tête, c'est le mouvement Balance ton porc, dont on n'entend plus trop. Enfin, alors moi, je suis pas énormément sur Twitter, je sais que c'est un mouvement qui a beaucoup sévi sur Twitter. Je sais pas si ces 2 dernières années, on en a beaucoup entendu parler. Je sais qu'en tout cas, en 2019, moi, je m'entendais parler. Moi, j'en entendais parler. C'était quelque chose qui était en tout cas présent. J'en ai entendu parler en 2019. Balance ton porc, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est un mouvement qui est apparu pour rendre justice, dans la mesure évidemment où ce serait possible de rendre justice, aux victimes de viol ou d'agression sexuelle, en les encourageant à dénoncer leur agresseur. Mais pas à les dénoncer via le système légal, mais plutôt à les dénoncer de manière extra-légale sur les réseaux sociaux. Alors, typiquement, dans cet exemple-là, je comprends d'où vient le problème. Le problème, c'est qu'on a des gens qui, parfois, ne sont pas punis quand ils se comportent de manière déviante, de manière clairement mauvaise, par manque de preuves. Et ce genre de mouvement, en fait, quand tu vas dénoncer publiquement quelqu'un, c'est un mouvement qui naît, d'après moi, d'un sentiment de frustration. C'est-à-dire que
Tu vois, j'entends des fois dire des phrases du style ouais, les victimes de viol ou d'agression sexuelle, on les croit pas. Et en fait, c'est pas une histoire de... C'est pas une question de... Enfin, quand tu dis on les croit pas, c'est qui le on? C'est nous? C'est le policier? C'est le policier qui reçoit la plainte? En fait, le problème, si tu veux, c'est que le policier, peut-être qu'il te croit quand tu lui dis ça, mais au final, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est pas que telle personne, que Pablo, il te croit ou qu'une autre personne te croit. L'important, c'est que si la personne est coupable, elle soit punie, peu importe ce que les gens ont cru, en fait. En fait, je prends beaucoup mon temps pour réfléchir autour de ça parce que, comme je l'ai dit, tu vois, c'est un sujet qui est compliqué et surtout, en parler tout seul comme ça, j'ai pas envie de faire de faux pas. Comment est-ce que je peux attaquer ça? Ok. Le problème, d'après moi, de ce genre de mouvement qui se fait de manière extra-légale, c'est qu'il se passe de la procédure judiciaire et donc de tous les principes qui permettent d'avoir une justice qui ressemble à quelque chose. Un de ces principes, c'est la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence, c'est le principe selon lequel, de base, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à prouver que la personne a commis l'acte délictueux ou criminel, eh ben la personne est considérée comme étant innocente. Alors, je comprends complètement que, du coup, la frustration, parce que dans ce genre de cas, dans un cas de viol ou d'agression sexuelle, ça se passe pas en pleine journée avec des témoins, sous l'œil des caméras. Généralement, c'est des choses c'est des actes qui vont être commis où l'agresseur va évidemment préférer être juste entre quatre yeux pour passer à l'action. Et à partir de là, c'est difficile d'avoir des preuves. Et si t'as pas de preuves, bah tu peux pas condamner. Et d'après moi, c'est un principe qui est juste magique, en fait. C'est génial qu'on ait la présomption d'innocence. C'est pas une bonne solution, dans le sens où ça permet à des tas de gens qui font effectivement des mauvaises choses de s'en sortir, de s'en tirer sans être punis. Mais si tu y réfléchis 2 secondes, ça permet aussi à absolument 100% des innocents d'être protégés. En gros, grâce à la présomption d'innocence, si t'es innocent, t'es safe. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une preuve, t'es safe. Et de là, c'est un peu... Même si cette solution, du coup, permet à certains coupables de rester impunis, c'est quand même la moins pire des solutions qu'on ait face à nous, d'après moi. Parce que l'alternative, ce serait quoi? Ce serait... j'ai pas envie de déformer l'argument de la personne qui serait pas forcément d'accord avec moi, mais si j'essaye de lui donner l'argument le plus fort qu'elle pourrait dire, c'est... Enfin, l'autre solution, c'est en gros, quand on t'accuse, quand une personne ou suffisamment de personnes t'accusent, même s'il n'y a pas de preuve, tu devrais tomber. Ce serait ça, en fait, le truc, s'il n'y a pas de présomption d'innocence. Et d'après moi, c'est... Je sais pas comment on peut ne pas voir. D'après moi, c'est un dangereux manque d'imagination qui empêcherait en fait de voir le nombre de situations absolument juste, complètement horribles et injustes qui pourraient survenir si on n'avait pas la présomption d'innocence. Tu vois, la présomption d'innocence, tu peux pas la laisser absolument... Tu peux pas la donner seulement à certains individus. Tu dois la donner à tout le monde. C'est un principe qui doit être appliqué à tout le monde. Donc c'est soit on l'a, soit tout le monde l'a, soit personne l'a. Si tout le monde l'a, c'est chiant, parce que certains agresseurs, du coup, s'en sortent sans avoir rien du tout. Mais si tu ne l'as pas, ça veut dire que à n'importe quel moment, tu peux te faire réveiller au milieu de la nuit parce que tu t'es fait dénoncer par ton voisin. Ou si ton voisin ça suffisait pas, par ton voisin et son groupe de potes qui se sont juste ligués contre toi et qui ont juste envie de te faire chuter, en fait. Et ça, ce serait ouf. Ce serait taré. T'imagines si aujourd'hui, tu devais vivre dans la crainte
que à tous les coups, un mec qui t'aime pas peut juste te dénoncer et genre tu finis en tôle. Parce que dans le doute, vas-y, on va t'enfermer. C'est pas possible. D'après moi, la chose s'arrête là, tu vois. Et je comprends, une fois de plus, je comprends la frustration, je comprends la colère. Tu sais, genre, c'est pas parce que je suis un homme que je peux pas comprendre ça. Si vous saviez. Plus de ça, j'ai des amies filles. J'ai 2 petites sœurs. J'ai une mère. Donc ce genre de choses, c'est pas comme si j'y étais insensible. Et même si j'en avais pas, que l'injustice soit subie par un membre de ma famille ou par quelqu'un dans la rue, pour moi, je vais pas dire que ça revient au même, mais l'injustice, où qu'elle soit menée, elle me déplaît, en fait. Et du coup, ben, je comprends je comprends la colère, mais t'es baisé dans les 2 cas, en fait. T'as la présomption d'innocence ou tu l'as pas. Tu choisis ton poison, en fait. En gros, c'est juste le truc. Et d'après moi, choisir d'avoir la présomption d'innocence, c'est le plus important. Et le problème, du coup, de cette call-out culture, c'est que tu la dégages, en fait, la présomption d'innocence. C'est juste à partir du moment où, moi, je vais dire que lui ou elle a fait ça, et qu'on est, peut-être que je peux être le seul à le dire, hein, ou peut-être qu'on est plusieurs, eh ben on va juste lyncher cette personne, et on va juste déverser de la haine sur cet individu, alors que si ça se trouve, il a rien fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça mon gros problème avec ça, en fait. Donc voilà, je vais pas développer plus. Je vais venir sur le deuxième point de ta question. Tu voulais que je développe un petit peu sur la bien-pensance. Alors là-dessus, ce que je vais faire à l'instant même, c'est prendre un petit passage de ma prochaine vidéo, qui est ma vidéo sur la drogue, dans laquelle je vais aller justement à l'encontre de la bien-pensance en parlant du sujet de la drogue. Et ce que je dis, ce que j'ai prévu de dire, je vais te le lire maintenant. Quand on veut vraiment résoudre un problème, on est obligé de rapporter les états de fait pertinents à sa résolution, y compris ceux qui nous déplaisent. Quand on s'abstient de mentionner une vérité dans l'unique but d'éviter de froisser, par conformisme, pour se montrer politiquement correct, on n'est plus en train d'essayer de résoudre le problème. Au contraire, on empêche sa résolution en mentant par omission. Se montrer politiquement correct, c'est chercher à afficher sa supériorité morale pour gagner égoïstement du statut, souvent politique, au sein d'un groupe, en desservant consciemment la cause qu'on prétend défendre. Je ne sais pas si j'ai besoin de plus développer, c'est d'après moi l'explication la plus... Enfin, si je devais résumer mon point de vue en 7 lignes, ce serait ça, tout simplement. La bien-pensance, c'est l'idée d'être une fois de plus, d'être dans le côté du bien. Donc tu dis des choses qui ne froissent pas parce qu'elles sont acceptées par le reste de la société. Or, la probabilité pour que quand tu discutes d'un problème social, tu puisses dire des choses qui ne froissent absolument personne, ben elle est de 0. Et si tu veux rester dans la bien-pensance, tu vas du coup éviter de dire des choses juste parce qu'elles vont froisser certaines personnes. Donc au final, tu vas pas tout dire. Et quand tu veux résoudre un problème, tu as plutôt intérêt à tout poser sur la table et à dire ok, qu'est-ce qui se passe ? C'est comme, je sais pas, t'amènes oh putain, la métaphore éclatée. Ok, t'amènes ton téléphone chez le réparateur de téléphone parce que ton smartphone est pété. T'as envie que le mec, il trouve absolument tous les problèmes qu'il y a dans ton smartphone. Et qu'ensuite ils te disent ok, ton smartphone, il a la caméra qui marche pas, il a cette puce qui marche pas, ta batterie elle va exploser dans 2 jours. T'as envie qu'ils te le disent, tous ces trucs, même si c'est chiant à entendre, parce que t'as envie de pouvoir prendre la décision au moins de manière éclairée en fait. Et si le mec va juste te dire bah écoute, tu vas même payer pour ça en fait, tu vas payer le mec pour te dire en gros ce qui va pas et pour te dire tout ce qui va pas. Bah, dans une discussion autour d'un sujet, d'une problématique sociale, t'as envie que ce soit la même chose. T'as envie qu'il y ait absolument tout qui puisse être mis sur le tapis et qu'ensuite on en discute. Et ça implique forcément de froisser des gens. Et si toi, quand tu cherches à défendre une idée prétendument, quand tu prétends défendre une idée, tu vas éviter de dire certaines choses juste pour éviter de déranger des gens, en réalité, t'es pas du tout en train
T'es pas du tout en train d'essayer de résoudre un problème, en fait. Tu cherches pas à résoudre le problème, tu cherches juste à... Ouais, comme j'ai dit, à gagner du statut auprès des gens qui sont déjà a priori d'accord avec toi, pour qu'ils disent « Ah ouais, c'est vrai, lui c'est la bonne personne », tu vois. Tu veux qu'ils disent que lui c'est la bonne personne. Ah, j'aime bien ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit les choses que j'avais envie d'entendre. Tu veux juste gagner du statut. C'est juste un move 100% égoïste qui va rien apporter au reste des gens. Et encore pire, bah, t'embrouilles encore plus les esprits, comment tu dis, tu sépares encore plus les gens, parce que tu crées une espèce de... Bah, tu crées de la tension, tu vois. Il y a le camp du bien et le camp du mal, et cette vision manichéenne, elle est juste très dangereuse. Je suis en train de lire un livre à part ça en ce moment. Excellent livre. Hyper bon livre. Qui s'appelle L'hypothèse du bonheur par Jonathan Haidt. Qui parle de... Jonathan Haidt, c'est un psychologue social, qui parle notamment de biais cognitifs dans son livre. C'est pas la partie la plus intéressante du livre, mais si je sais que vous me demandez souvent un peu les livres que je lis, j'ai une petite liste des livres que je lis sur mon site internet, mais celui-là il vaut clairement le détour. Donc j'en reparlerai à mon avis, je pense que je ferai même peut-être un podcast où je parlerai d'un chapitre du livre, mais vraiment une bête de bouquin. Allez, je passe à la question suivante. Du coup, question 1 sur 4 réglée. Les 3 suivantes vont peut-être aller un petit peu plus vite. Hello, 2 secondes. Je suis en train de boire un espèce de jus de carotte là qui me fait un peu des petites remontées acides. J'étais en train d'écouter ton podcast quand je me suis dit je vais faire un truc cool. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai pris mon smartphone et j'ai décidé de t'écrire. J'aimerais bien que tu parles de l'évolution de ton corps au fil des années et ta relation avec la jante féminine et de manière plus large avec les gens. Merci pour tes good vibes, Max. Ok, Max. Alors, moi j'ai commencé à faire de la musculation au poids du corps en 2014, j'avais 20 ans. Je venais de fêter mes 21 ans, pour être exact. J'ai fêté mes 21 ans en septembre et en octobre, le 18 octobre, j'ai commencé. C'était le 18 ? 14 octobre, 18 octobre. Ouais, non, c'était le 18. Putain, il me semble que c'était le 18. J'espère que c'était le 18. Ouais, 18 octobre 2014, j'ai commencé. Rapidement, alors à l'époque, j'étais en couple. Putain, merde. J'ai pété une tasse. J'étais juste en train de me dire qu'il fallait que j'arrête de boire parce que je suis un peu fatigué, ok, ça se reconnaît pas au ton de ma voix, mais j'ai genre vraiment juste 2 tasses dans ma maison et je viens d'en exploser une, voilà. Parce que j'ai essayé je me suis dit vas-y j'arrête de boire, je pose cette petite bouteille de jus loin de moi et du coup je l'ai posée loin de moi et il se trouve que c'était derrière mon ordinateur et il y avait une tasse aussi et puis bref elle est tombée de la table. Moi j'ai commencé la musculation au poids de corps du coup en 2014, je venais de fêter mes 21 ans, j'étais en couple à l'époque et je sais pas dans quelle mesure... Alors si, je pense que le fait d'avoir une apparence physique, un physique plutôt athlétique, ça a une... J'en suis certain en fait. Ça a un impact sur la manière dont tu es jugé a priori par les gens. C'est-à-dire que les gens vont se faire une idée différente de toi si tu arrives avec... ton meilleur physique que si tu arrives avec ton pire physique. Tu vois l'idée? De manière générale, je pense que de manière inconsciente, il y a une idée de compétence, peut-être une idée de discipline qui peut émerger dans l'esprit de ceux qui voient une personne musclée physiquement. Ça, ce serait peut-être les a priori positifs. Du désir... Peut-être, même si j'ai pas eu l'impression... Alors, je le remarque si j'enlève mon t-shirt, par exemple, à la plage, là, je peux voir dans le regard des filles, on me sourit beaucoup plus facilement qu'avant. Après, c'est peut-être que j'ai aussi moi-même plus confiance en moi, donc peut-être que je dégage aussi quelque chose de différent. De la part des hommes, plus facilement du respect. On vient me demander comment je fais, comment je m'entraîne, et on vient me féliciter. Ça, c'est cool. Donc, t'as un peu ces côtés positifs. Maintenant, il y a aussi des côtés négatifs, hein, des a priori négatifs que tu peux avoir avec un physique musclé. Moi, je me souviens une fois, typiquement, on marchait au bord du lac avec mon pote Eric, justement, quand j'étais en Suisse, mais ça fait genre longtemps, ça fait genre peut-être 4 ans. Et il faisait chaud.
Et j'enlève mon t-shirt et on croise un mec avec sa meuf qui se baladait aussi au bord du lac. Et le mec a fait une remarque, je sais plus exactement ce qu'il a dit, mais il a fait une remarque en mode... Voilà, une remarque d'un mec, je pense qu'il est... C'est peut-être... Ça, c'est mon interprétation, tu vois. Peut-être qu'il m'a réellement trouvé ridicule en étant... Il a vraiment trouvé ridicule le fait que j'étais musclé. D'après moi, c'était peut-être plutôt un peu du malaise de sa part. Le fait que bah, il soit avec sa copine, qu'il croise quelqu'un qui, d'après les standards humains, se rapproche plus d'une certaine notion d'idéal, parce que quelque part, d'idéal, ouais, peut-être ça, parce que quelque part, idéalement, tout le monde aimerait avoir, j'imagine, hein, que la plupart des gens aimeraient avoir un physique, en tout cas, bah, pas trop dégueulasse, tu vois, je dis pas qu'on aimerait tous être musclés avec des abdos, mais la plupart des gens aimeraient avoir un physique où ils ont l'air d'être en bonne santé. Et le fait qu'il ait croisé au bord du lac je pense que avec un physique, en affichant ce physique, si tu veux, en face de lui et de sa copine, ben, le problème, c'est que ça fait quelque part j'ai fait un peu j'ai joué un peu le rôle de juge, si tu veux, en mode, ça l'a renvoyé à ses propres défauts, quelque part. Involontairement, hein, complètement involontairement. Moi, je parlais avec mon pote. Hein, j'étais 100% en train de parler avec mon pote. C'est lui qui a fait la remarque et c'est moi qui ai entendu cette remarque. Et Eric aussi. Et donc, de la part des hommes, tu vas pouvoir... j'ai expérimenté ça. Et c'est d'ailleurs arrivé que des fois, je n'enlève pas... Alors ça, c'était au début surtout, mais c'est vrai que dans mes 2-3 premières années, c'est arrivé que j'enlève pas mon t-shirt quand j'étais à la plage. Parce que je voulais pas qu'on me fasse des remarques du style... je sais pas, j'étais pas à l'aise, tu vois. En fait, j'étais pas à l'aise avec mon corps avant. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir des muscles, tu vois, j'étais pas à l'aise avec mon corps après parce que j'étais là, ouais, on va me faire des remarques, me dire, ouais, t'es musclé maintenant et tout. Et puis, tu sais, un peu de chambrer par-dessus ça. Et j'étais tellement susceptible parce que j'avais pas vraiment de... J'étais très peu confiant en moi, tu vois, avant de commencer tout ça. J'avais beaucoup de doutes aussi vis-à-vis de mon corps. Et c'est vrai que ce genre de remarques, elles pouvaient me déstabiliser. Et du coup, je sais que par moment, bah, du coup, pour éviter de faire que les autres se sentent mal et que du coup, ils me voient comme quelqu'un qui est pas comme eux, bah, du coup, j'évitais d'enlever mon t-shirt. Et de la même manière, auprès des femmes, moi, c'est souvent arrivé qu'on me fasse la remarque en mode que j'ai... Mais tellement souvent, en réalité, même sur Insta, je me prends tellement de messages comme ça, en mode, ah, c'est marrant, quand je suis arrivé sur ton profil, je me suis dit, ah, encore un débile, encore ça, tu vois, encore un débile, un mec un influenceur fitness ou un truc comme ça. Et quand je t'ai rencontré, ou alors quand je t'ai entendu parler, je me suis dit, ah, bah en fait, non, tu vois. Mais l'a priori était plutôt négatif. C'était en mode, ah ouais, c'est un mec qui fait de la muscu, tu vois. Et il y a un a priori négatif derrière ça. Donc, il y a un peu, si tu veux, les deux côtés que j'ai personnellement expérimenté, et je pense que tout le monde les expérimente, ces deux côtés. Au final, je suis ravi d'avoir un bon physique parce que je sais pourquoi je le fais. Ça fait notamment partie de mon travail. Ça fait partie de mon bien-être personnel parce que quand je m'entraîne, je médite, en fait. J'ai réalisé que un entraînement, pour moi, c'est comme une séance de méditation. Je suis 100% dans le flow, je suis 100% dans l'instant. Et c'est une façon de me connecter avec mon corps qui est juste géniale et qui me fait me sentir bien après coup, qui me donne une impression de progrès. Et j'aime l'idée d'être dans un physique performant, de me dire que si, typiquement, j'en sais rien, je donne un exemple tout con, hier, je suis monté sur le toit je suis allé sur le rooftop de mon bâtiment et j'ai escaladé le rooftop d'un autre bâtiment et j'aurais jamais pu escalader le rooftop de cet autre bâtiment si j'avais pas le muscle up. Ben, j'ai pu le faire parce que je suis juste monté en muscle up en fait. Et ça, c'est kiffant, tu vois. Ça élargit le champ des possibilités. Et donc, notamment de ce côté-là, c'est kiffant. Après, avec les filles, c'est un truc aussi dont j'ai parlé un petit peu dans le prochain épisode, dans le bilan de Fit to Fat qui arrivera du coup la semaine prochaine. Avec les filles, je suis jamais en fait. Une fois, je me souviens, une fois il y avait 2 filles, c'était genre 1 an et demi. 2 filles, j'étais sur la plage, j'étais en train de m'entraîner, je faisais des handstands. Elles sont passées et puis il y en a une qui a fait une remarque, les deux elles m'ont regardé et puis
je sais plus ce qu'elles ont fait comme remarque entre elles, mais à un moment donné, genre j'ai entendu une des filles qui disait ah non mais trop sec, j'aime pas, tu vois. Donc c'est arrivé, si tu veux, c'est un peu en fait je crois que c'est la seule fois où j'ai entendu une remarque négative vis-à-vis de mon corps. Mais sinon non, sinon c'est plutôt positif. Et c'est cool en vrai. Je vais te le dire hein, clairement, hein, genre quand t'as un joli physique et que tu vois que quand tu te déshabilles, la fille elle est en train de se... Tu vois qu'elle kiffe ce qu'elle voit, et bah c'est hyper kiffant. Ça te donne envie de... Ça te donne plus envie de... Bah ça te donne simplement plus confiance, ça te détend, ça te fait du... Ça booste l'ego évidemment. Mais c'est... Enfin bref, c'est kiffant. Donc... de manière générale, au fil que mon corps est devenu plus, bah, je veux dire, plus musclé, je pense que j'ai développé en tout cas, j'ai commencé à voir que je pouvais plaire physiquement aux filles, mais j'irai pas parler de ma relation avec la jante féminine à partir de là, parce que la relation, je la développe en discutant en fait avec la fille. Et j'ai l'impression que ma relation avec la jante féminine, elle a été impactée de manière beaucoup plus puissante par la transparence, par l'honnêteté. Et c'était en gros, mec, je vais te dire un truc, j'ai vu un TikTok, un Reel sur Insta il y a genre 3-4 jours, où en gros c'était une fille qui faisait un c'était comment, c'était un truc du style ouais, les excuses des mecs quand ils éjaculent trop vite. Et elle faisait un top 3 des excuses, et puis la première excuse c'était genre t'es trop serré, la deuxième c'était ça faisait longtemps, et la troisième c'était je sais plus ce que c'était la troisième excuse, mais bref on s'en tape. Et moi ça m'a fait rire parce que enfin c'est là que je me suis dit mais il y a vraiment des mecs qui cherchent des excuses à ça, genre qui, si leur partenaire les excite ou leur pousse le désir, si tu veux, genre les excite au point qu'ils ont de la peine à contrôler leur éjaculation, ils vont devoir chercher des excuses, et ils peuvent pas simplement lui dire que, enfin idéalement tu vois, genre à ta partenaire tu peux contrôler, enfin tu vois, ton éjaculation tu la contrôles un minimum pendant l'acte sexuel. Putain, on est en train de partir là, on prend une trajectoire. Pendant l'acte sexuel, ton éjaculation tu peux la contrôler, et tu la contrôles notamment via genre via la stimulation qu'il y a sur ta queue, tu vois. Et qu'est-ce qui t'empêche de ralentir, et si la meuf te demande pourquoi est-ce que tu ralentis, de lui dire texto que qu'elle t'excite tout simplement trop, et que si tu continues à ce rythme-là, genre maintenant, tu vas simplement jouir parce qu'elle te plaît beaucoup. Tu vois, genre si t'es une fille avec laquelle t'as de la peine à maintenir, c'est un putain de compliment pour la meuf. C'est très bien, tu vois, et c'est pas comme si... Après, il y a le problème de... Bien sûr, là, je suis pas en train de parler du problème de l'éjaculation précoce, quand constamment tu n'arrives pas à retarder ton éjaculation et que ça explose direct. Ça, c'est autre chose, mais je te parle du fait où, des fois, ça va arriver que tu couches avec une fille et qu'elle soit juste... peut-être que physiquement elle te plaît, peut-être que c'est la chimie entre elle et toi qui te plaît, peut-être que c'est le moment, peut-être que c'est un mélange de tout, mais c'est juste ton excitation, t'as de la peine à la contenir. À ce moment-là, dans un premier temps ralenti, et puis si tu dois jouir, mais putain, rigole, c'est putain, regarde comme tu m'as fait jouir vite. Et là, la fille, elle peut pas se vexer, alors que de venir leur balancer la faute dessus en disant ouais, mais t'es trop serré, c'est juste débile. C'est juste... Enfin, moi, j'ai vu ce reel et j'étais là en mode waouh. Et le pire, c'est qu'il a fait une tonne de vues, tu vois, en mode comme si c'était quelque chose qui était vécu de manière courante par les filles, ou plutôt comme si c'était une situation récurrente dans la vie sexuelle des gens, tu vois. Je trouve ça, enfin... Et bref. Du coup, comme je disais, moi, je pense que c'est plutôt plus la communication et la personne que tu vas pouvoir... Enfin, ouais, c'est plus la communication, en fait. La communication transparente, l'honnêteté qui a impacté ma relation avec la jante féminine. Et peut-être que l'honnêteté est venue de ma transformation physique. Au sens où ma transformation physique m'a donné confiance en moi. Et quand tu as confiance en toi, tu peux te permettre d'être plus facilement honnête.
Et ça, c'est vrai, parce que tu vas pouvoir dire des choses que sans confiance en toi, tu te retiendrais de dire parce que t'aurais peur de te blesser ou d'être rejeté si tu venais à les dire, tu vois. Genre, t'as plus peur, en fait, d'être 100% transparent. Tu peux dire, écoute, voilà comme je vois les choses. Et alors, c'est peut-être un... Tu vois, moi, souvent, j'ai pensé que j'avais une certaine vertu parce que quand je faisais des rencontres avec des filles, quand je fais des rencontres avec des filles, je suis full transparent, si tu veux. Et je trouve que c'est la méga base. Et souvent, on me dit que... Souvent, c'est très positif, si tu veux, les remarques que j'ai, que c'est le cas de quasiment personne. Que très, 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 très peu d'hommes sont comme ça. J'ai pensé que c'était une question d'âge, aussi. Mais non, en fait, on m'a expliqué que... Enfin, une fois, j'ai dit, ouais, mais c'est peut-être parce que... Enfin, en gros, une fois... Enfin, la dernière fois qu'on m'a dit ça, c'était il y a une ou deux semaines, et puis la fille, elle avait quoi? Elle avait genre 22 ans. Je dis, moi, j'en ai 27, tu vois. Du coup, j'ai dit, c'est peut-être parce que je suis un peu plus âgé. Elle me dit, ah, non, crois-moi, non, il y a des mecs de 30, 35 ans qui vont et qui te font espérer des trucs et tout, qui essaient de passer par 10 000 chemins différents. Alors qu'au final, être complètement transparent, c'est le plus important. Et je pense que c'est possible que ce soit, mais je pense qu'il y a vraiment même beaucoup de chance pour que ma transformation physique m'ait aidé à me dire, ok, en tout cas sur le plan physique, je vaux ça, donc je vaux un peu plus que si j'avais pas ça sur le plan physique, donc je peux me permettre d'être plus franc avec la personne en face de moi, et du coup ça améliore ma relation avec elle. Peut-être que c'est ça le chemin. Une fois de plus, c'est une question intéressante, ce serait cool d'en parler avec une fille. Le problème, c'est que les filles que je connais ici, elles parlent pas français, elles parlent espagnol ou anglais, ou russe. Bref. Question suivante. Comment... Donc merci pour ta question, c'est qui? C'était Max. Merci pour ta question, Max. Question suivante. Comment peut-on bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'aujourd'hui? En France, on a connu des attaques terroristes, la pandémie, devoir régler les problèmes du changement climatique, des trucs que la génération d'avant n'a jamais connus. Merci pour tes podcasts, ils sont géniaux, Gaël. Alors, il faut que tu te dises un truc, peut-être, Gaël, c'est que toutes les générations ont connu des trucs que la génération d'avant n'a jamais connus. Genre, t'as des générations qui ont connu des... T'as peut-être la génération... Comment dire? En fait, il y a tellement d'angles différents sous lesquels je pourrais répondre à tes questions, qui est hyper intéressante et qui m'a beaucoup plu d'ailleurs. Tu vis, d'après moi, à la meilleure époque, dans les meilleures sociétés existantes. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un seul de tes arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, qui ait vécu dans des situations qui, d'un point de vue objectif, si on les compare à ta situation à toi, avaient occupé une meilleure position ou avaient une position qui était préférable à la tienne. Ceci dit, c'est pas parce que en 2020, on a tant de confort matériel, on a une pandémie, mais ok, notre pandémie, on met des masques. C'est pas une putain de peste noire où genre 50% de la population meurt. C'est pas une putain de rougeole qui décime des millions et des millions de personnes, genre où en gros on meurt tous dans un seul pays, genre comme ça a été par exemple le cas avec la variole. C'était quoi? C'était la variole. Enfin, plusieurs maladies qui ont juste défoncé les Indiens d'Amérique centrale. On met des masques et puis ça va. Les jeunes, quelque part, on est quand même assez chill. Et si tu... Enfin, je sais pas, genre, si tu relativises 2 secondes, cette pandémie, ça aurait très bien pu être un truc, mais hyper mortel. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait vraiment pu être un virus où tu le prends et tu claques, tu vois, qui nous décime tous. Ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être un truc qui éradique l'espèce humaine. Au lieu de ça, il y a eu évidemment beaucoup de personnes qui sont mortes. Il n'en reste pas moins que l'événement, du coup, n'est pas un événement duquel on devrait se réjouir, mais quelque part, moi j'ai déjà eu cette pensée, je me suis dit que c'est peut-être presque, si on pouvait voir quelque chose de bien dans cette pandémie du Covid-19, c'est que ça nous a un peu secoué et nous fait nous dire, les gars, genre, on a beau avoir l'impression qu'on est tout puissant. Alors ça c'est quand il y a eu des tsunamis, tu vois, on a compris que les catastrophes naturelles, elles pouvaient juste, la Terre, elle pouvait juste nous détruire quand elle le voulait, mais il y a aussi les catastrophes, les épidémies en fait. On n'est pas à l'abri d'une épidémie, et on pourrait vivre une épidémie qui genre juste nous bute tous.
Et là, on a eu une espèce d'épidémie qui, au moins, quelque part, a pu nous faire ce petit rappel, rappeler à nos institutions que, ah, tiens, il existe un truc. Et peut-être que du coup, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il devait y avoir une nouvelle épidémie d'un nouveau virus, ben on réagirait plus vite. On réagirait certainement mieux, justement grâce à ce Covid. De manière générale, ta question, je pense que comment est-ce que tu peux bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'aujourd'hui? D'après moi, c'est de la même manière que tu aurais pu bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'il y a 200 ans, ou d'il y a 5000 ans, ou d'il y a 100 ans. À savoir, en prenant les bonnes décisions, en fait. C'est-à-dire que personne te demande à toi, Gaël, de résoudre le problème des attaques terroristes, de la pandémie, ou de résoudre le changement climatique. C'est des problèmes qui sont compliqués. C'est hyper compliqué. Moi, je trouve ça surprenant, enfin peut-être pas si surprenant que ça, mais je trouve qu'on défonce quand même pas mal les chefs d'État, de tous les États confondus, à cause de leur mauvaise gestion de la crise. Mais moi, perso, je sais pas si j'aurais fait mieux, tu vois. Genre au moment où ça a commencé. Alors évidemment, tu vois, il y a bien sûr des gens qui disent « Ouais, moi je savais que directement, il fallait mieux se protéger. » C'est parce que... Alors il se trouve que, oui, t'as eu raison vu ce que c'était, mais t'aurais très bien pu ne pas avoir raison. T'aurais très bien pu, si toi t'avais été à la tête du gouvernement au moment où, je sais pas, en mars, ou genre, je sais pas, en janvier 2020, t'avais été à la tête du gouvernement, t'aurais demandé à tout le monde d'acheter des masques et tout, et en fait il se trouve que c'est un rhume, et que c'est juste de la merde, et que 2 mois plus tard il se passe absolument rien. Et du coup, tout le monde te lynche, tout le monde te dit « Ah, mais t'es de la merde, regardez, notre chef d'État, il a fait une quarantaine de 2 mois pour un rhume et tout, c'est n'importe quoi, on a toutes nos libertés individuelles qui ont été bafouées, on a tous dû mettre des masques à la maison et tout. » Tu vois ce que je veux dire? Au final, c'est facile après coup de dire que la crise a été mal gérée. Ces problèmes, tous les problèmes auxquels tu as fait référence, c'est des problèmes qui sont compliqués. Et d'après moi, tu devrais pas chercher à les résoudre aujourd'hui. T'as 20 ans, mec. T'as putain de 20 ans, tu sais quoi sur le monde? Tu sais déjà pas grand chose sur toi. Comment est-ce que tu vas pouvoir genre régler des problèmes à l'échelle mondiale? Continue à t'informer, continue à lire, continue à écouter. Bah, c'est bien, tu vois, genre là, à mon avis, t'es sur le bon podcast. Continue à essayer de te développer, à essayer d'en apprendre plus, comme je l'ai dit, sur toi et sur le monde. Et avec les années, t'accumuleras de l'expérience. T'as pas idée de la quantité d'expérience que tu peux accumuler avec le temps. Tu sais, genre, moi j'ai l'impression des fois qu'en l'espace de 3 ans, j'ai fait un bond énorme en termes de développement de moi-même. Mais putain, genre, 3 ans, c'est entre 20 et 23 ans, mais c'est aussi entre 34 et 37 ans. Et du coup, entre 23 et 33 ans, t'as 10 ans. Putain, imagine le chemin que tu peux parcourir en 10 ans. Continue de te développer. Continue d'apprendre, de devenir compétent. S'il y a un des problèmes, une des causes qui te sensibilise plus qu'une autre, mais lis tout ce que tu peux lire dessus. Comme pour la première question, histoire d'éviter de tomber dans la bien-pensance, essaye d'avoir le maximum d'informations de part et d'autre sur le sujet, d'avoir tes arguments, mais d'avoir aussi les pires contre-arguments qu'on pourrait apporter qu'on pourrait t'opposer, histoire d'être blindé et d'être solide. Développe des compétences. Et peut-être qu'actuellement, t'es pas au stade où tu dois développer des compétences au sujet du changement climatique, à supposer que ce soit la cause qui te tienne le plus à cœur, mais peut-être que ce serait... plutôt, je sais pas, peut-être t'es en école d'ingénieur, bah peut-être que ton goal actuellement, ce serait plutôt de réussir tes examens, tu vois. Bref. J'espère que je t'aurais répondu un petit... Encore une fois, tu vois, là, ça aurait été une fois stylé d'avoir quelqu'un pour échanger avec moi, parce que j'ai peur Enfin, je sais que forcément, tu vois, genre... de manière générale, les gens qui ont posé les questions auxquelles je suis en train de répondre aujourd'hui, c'est des gens qui réfléchissent un peu et qui font preuve d'un esprit critique. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous avez tous quelque chose à redire, en fait, sur mes réponses. Donc je vous laisserai poser des commentaires et pourquoi pas essayer de faire un espèce de petit... de rebondir dessus dans l'épisode suivant. Ou si je vous ai fait penser à des choses auxquelles vous aviez pas nécessairement pensé, ben dites-le moi. Mais voilà comment je peux pas vraiment développer plus si j'ai pas de quelqu'un pour me renvoyer la balle. Bref, dernière question maintenant, question de Gaël. Je vais pas dire son nom de famille, parce que j'ai pas dit le nom de famille pour les autres.
qui me... Ah non, mais ça, c'était déjà lui, Gaël, pardon. Donc, question de Edouard, maintenant. Salut Lio. Oh putain, ma voix est vraiment partie en méga steak. Salut Lio, comment vas-tu? Ça va, merci, beaucoup. Déjà, bravo pour cette nouvelle série de podcasts. Un thème que je trouve assez intéressant serait le regard des autres sur nous-mêmes. La question peut être intéressante sous l'angle de cette période de Covid, pendant laquelle on se retrouve souvent seul avec soi-même. En espérant que ce sujet t'inspire, je te souhaite encore un bon week-end, Edouard. Edouard, merci pour cette question qui est hyper intéressante. Alors, je vais commencer par juste chier sur l'idée selon laquelle on n'a pas à s'occuper ou à se préoccuper du regard des autres. Parce que c'est faux. Parce que des fois, tu fais de la merde et tu t'en rends pas compte. Et quand tu fais de la merde et que tu t'en rends pas compte, bah ça peut peut-être être intéressant. Il peut peut-être y avoir de l'information utile pour ton introspection dans le regard des autres, en fait. Les autres, ils vont te juger. On juge tous, constamment. C'est-à-dire, par juger, j'entends, on va te regarder, on va dire, ok, ce qu'il fait, bah, j'aime bien. Ce qu'il fait, hein, j'aime pas. Mais on juge. T'as une opinion sur les gens. T'as une opinion sur ce que les gens font. Ça veut pas dire que tu penses que c'est en soi, cette personne est mauvaise parce qu'elle fait ça, parce qu'en soi, tu connais pas les conditions de sa vie, tu sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision, tu connais pas le contexte, les circonstances. Mais tu vois une action, automatiquement, que tu l'exprimes à voix haute ou non, tu as un tracker dans ta tête qui va te dire « Ok, ça c'est un truc que je respecte » ou « Ça c'est un truc que je respecte plutôt pas ». À partir de là, les autres vont te juger. Et quand les autres te jugent, ben, la réponse, c'est pas écoute, fuck les autres, de toute façon, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Non. La réponse, c'est pas non plus oh mon Dieu, ils ont dit que ce que je faisais c'était mal, donc ce que je fais c'est mal, donc je vais arrêter de faire ce que je fais. Non. Quand les autres remettent ce que tu fais en question, c'est une invitation à observer ton comportement et à te demander si, oui ou non, tu es en train de faire quelque chose qui est, disons, en accord avec quoi? Avec ton cœur, tes principes, tes valeurs, ton instinct. Tu sais quand tu es en train de faire de la merde, tu le sais très bien. Et des fois, tu fais de la merde sans t'en rendre compte, comme je disais, parce que tu n'as pas suffisamment réfléchi à ce que tu étais en train de faire. Parce qu'on vit dans un monde compliqué. Des actions qui ont tellement d'implications différentes. Et des fois, tu fais un truc et on va dire ah, ce que tu as fait, c'était pas top. Et c'est vrai que si tu y réfléchis 2 secondes, ben, tu réalises que c'était pas top. Donc, d'après moi, le regard des autres, c'est une information qui est ultra importante. C'est hyper enrichissant. D'après moi, c'est crucial. C'est vraiment crucial. Faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Hein. Faut pas te lancer dans une introspection à chaque fois une introspection de 10 heures à chaque fois qu'on va te faire une petite remarque. Mais d'après moi, il y a quelque chose à prendre dans le regard des autres. Et là, j'ai trouvé, à part ça, assez intéressant le fait que tu parles de cette période de Covid, le fait que pendant cette période, justement, on a moins de contact avec les autres. Alors moi, personnellement, j'ai pas vécu moins de contact avec les gens, étant donné que j'ai commencé mon confinement, enfin déjà en Suisse, on n'a pas eu de confinement, donc j'ai commencé le Covid, j'étais dans une résidence étudiante avec 140 étudiants. Ensuite, j'ai passé quelques semaines chez mes parents, donc j'étais encore avec des gens. Ensuite, j'ai passé 2 mois en France où j'étais en colocation avec 2 personnes et je voyais d'autres gens en plus à côté de ça. Quoi d'autre? Quand je suis arrivé en Espagne, j'habitais avec Flo. Là, maintenant, j'habite seul, ok. Mais je continue à voir une tonne de gens. Quand je m'entraîne, je vois des gens. J'ai des amis aussi ici. Donc au final, j'ai pas le sentiment que cette période de Covid m'ait impacté d'un point de vue social. Mais je sais que c'est le cas pour les Français. Je sais que vous en chiez avec vos histoires de confinement. Et je pense que... Je sais pas. Je pense qu'à partir du moment où... Je pense qu'à partir du moment où les gens se laissent aller, ne se posent plus de questions sur ce qu'ils sont en train de faire, ça peut être dangereux, le fait d'être à l'isolement, parce que quelque part, tu te laisses guider par certains de tes instincts. Mais
la réponse, au final, je pense qu'on l'a au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu restes conscient du rôle que tu peux avoir à jouer dans ce monde, de ce que tu peux apporter si tu prends soin de toi, si tu prends soin de ta vie, ce que tu vas pouvoir faire pour les autres, je pense que en ce sens-là, la solitude, elle peut même peut-être être bénéfique, dans le sens où elle te permet de te recentrer sur toi et d'aligner tes actes à tes valeurs, en fait. Donc, vu que j'ai pas expérimenté le truc, je peux pas une fois de plus développer plus là-dessus. Je suis navré, mais voilà ce que j'aurais tendance à dire. En tout cas, voilà, on arrive sur la fin. Je vous remercie tous pour vos questions, c'était chouette. J'espère que mon ton de voix un peu plus tranquille ne vous aura pas dérangé. Et je vous souhaite un super dimanche. J'espère que vous êtes tous dans un appartement hyper bien rangé, en ordre picobello. Comme disait mon sergent-major chef à l'armée, l'ordre en chambre devait être picobello. Donc j'espère que vos apparts sont picobello et je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, vous pouvez noter ce podcast sur Apple Podcast ou venir mettre un like sur YouTube. Ça m'aide parce que du coup, bref, vous connaissez un référencement, tous ces trucs. Et puis voilà. À dimanche prochain. Et puis le week-end prochain, il y aura en même temps l'épisode final de Fit to Fat. J'essaie de vous faire un truc vraiment bien pour ça. Allez, prenez soin de vous. Ciao.